Bonjour, il est 14h30 et donc on débute cette séance comme c'était prévu. Troisième séance donc consacrée à la préparation du rattrapage. Les deux premières portaient davantage sur des questions un peu matérielles, des questions d'organisation. C'était le préalable à l'entraînement lui-même, un préalable nécessaire. À un moment, il faut passer à la séance en elle-même. Donc aujourd'hui, on va aborder vraiment la question de l'oral, la manière dont on s'y prend quand cet oral est arrivé et qu'il faut le faire. Je vais vous donner un exemple de ce que serait un oral pour quelqu'un qui serait interrogé sur un extrait parmi les plus célèbres, les plus évidents de l'œuvre de Jean-Paul Sartre, L'existentialisme est un humanisme. Je vais commencer d'abord par vous expliquer un petit peu ma démarche et comment je vais préparer cet oral. Et puis ensuite, je vous le ferai comme si je me mettais dans la peau d'un candidat qui lui-même interrogeait pour essayer d'avoir son baccalauréat. Donc, ça va faire une séance sans doute plus longue que les deux précédentes, parce qu'il y a plus de contenu à voir cette fois-ci, avec aussi quand même un petit peu de variété. Donc, je plante un petit peu le décor de cet oral. On imagine que je suis arrivé au lycée où j'étais convoqué. Je suis allé faire savoir au secrétariat du bac quelles étaient les matières que je souhaitais rattraper. On m'a indiqué les salles où cela se passait. Et après avoir attendu plus ou moins longtemps dans le couloir, ça y est, le moment de mon passage est arrivé. J'ai tendu ma liste à l'examinateur. Il a regardé de quelle œuvre il s'agissait, puis à l'intérieur de l'œuvre, il a choisi un texte, il m'indique ce texte, je vais m'installer, je dispose de 20 minutes pour préparer mon oral. Alors, ces 20 minutes sont beaucoup trop courtes pour qu'on puisse vraiment découvrir le texte. Il faut essentiellement le connaître suffisamment pour n'y faire que retrouver les choses qu'on sait déjà à propos de l'œuvre et organiser parmi ces différentes connaissances les choses qu'on va aller picorer comme ça, qu'on va reprendre et qu'on va placer selon l'ordre qui paraît le plus logique, guidé évidemment par l'ordre du texte, les placer ainsi dans son brouillon pour faire son oral. On ne peut pas rédiger intégralement la dizaine de minutes que doit durer la prise de parole. On ne peut pas effectivement consacrer trop de temps à l'étude du texte en lui-même. Il s'agit surtout de mettre au propre ce qu'on sait déjà, comme si, d'une certaine manière, l'oral se trouvait déjà préparé dans notre tête. Alors, matériellement, ça prend cette forme-là, hein. On a un brouillon qui fonctionne surtout à la manière d'un brouillon à proprement parler, hein. C'est un peu le désordre, c'est mal écrit, c'est pas des grandes phrases, c'est pas une belle calligraphie, mais c'est un brouillon avec parfois des flèches dans tous les sens. Là, j'ai eu le temps d'y mettre un petit peu de couleur pour attirer mon attention sur certains points. C'est pas toujours faisable. Là, il se trouve que même si j'ai essayé de pas trop déborder le temps des 20 minutes, j'ai quand même pris le temps de faire tout ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai une première feuille qui contient tout ce que je vais vouloir dire durant mon introduction, avec les trois points de cette introduction. Le troisième, il se trouve au dos. J'ai une deuxième feuille qui contient sur un recto le premier point, la première partie de mon oral, sur le verso, la deuxième partie de mon oral. Troisième feuille sur laquelle on continue avec le grand 3 et une feuille qui porte la conclusion. L'avantage, c'est que je peux, en faisant ainsi, jeter très rapidement mes premières idées les plus essentielles pour chaque partie sur le papier, faire en sorte d'avoir au moins ça d'assuré. Et puis, si une fois que j'ai mis ainsi sur mes feuilles de brouillon les points à côté desquels il ne fallait absolument pas que je passe, ça me laisse la possibilité, si j'ai encore un peu de place sur chaque partie, de compléter. Vous voyez, par exemple, sur la conclusion, c'était particulièrement net. Là, j'ai fait comme si le temps pressait et que j'étais vraiment dans une situation telle que je n'avais plus le temps de faire vraiment des phrases. J'ai mis plutôt des thèmes qu'il faut que je puisse aborder, et puis ben, j'improviserai à l'oral à partir de ça. Si le temps finalement avait été disponible, ben, j'ai encore de quoi compléter, peaufiner cette conclusion.
Autre chose à propos de cette organisation, vous l'avez peut-être déjà aperçu à mesure que je montrais les pages, mais j'insiste là-dessus. Ça peut paraître très anecdotique, mais ça peut vous sauver la mise dans des situations qui sont pas simples. J'ai consciencieusement numéroté mes pages parce que si jamais en me levant pour aller de l'endroit où j'ai préparé mon oral jusqu'à l'endroit où je suis interrogé, je fais tomber mes feuilles, que sous le coup du stress, je mélange un peu tout. Je ne suis pas là à me dire mince, c'est d'abord laquelle, comment ça se passe et à brasser mes papiers. 1, 2, 3, 4, je sais dans quel ordre c'est, je les retrouve facilement. Ça peut paraître secondaire, mais c'est aussi à ce genre de détails-là qu'on réussit un oral. Ce genre de choses, et puis aussi la posture que l'on a, le fait de ne pas être là à s'agiter tout le temps sur sa chaise, parce qu'évidemment, on est stressé, c'est le rattrapage, mais il faut réussir à se dire je me pose, je m'assieds, et puis j'arrête de gigoter. Le fait aussi de ne pas tordre ses doigts dans tous les sens, ne pas parler en ayant la main comme ça devant la bouche, comme si on voulait faire écran et éviter qu'on entende trop. Adopter la posture la plus posée possible, la plus stable, les pieds bien ancrés dans le sol, les mains posées sur la table. Éventuellement, on peut appuyer son propos de quelques gestes. Vraisemblablement, tout à l'heure, je le ferai lorsque je ferai mon oral après cette présentation. On évite de gigoter dans tous les sens. Ça parasite le propos et il faut bien se dire que la personne en face de vous, c'est un être humain qui, à un moment, se trouve attaqué par la fatigue. Quand il a fait défiler comme ça 3, 4, 5, 6 personnes pour le rattrapage, il faut accrocher son attention, il faut faire en sorte qu'il vous suive et qu'il n'ait pas envie de décrocher. Donc il faut rendre l'oral le plus limpide possible. Le fait de mesurer ses gestes, ça participe de cette limpidité. Si j'en viens maintenant à des considérations un peu moins matérielles et plus formelles. Pour l'introduction que je vais vous faire dans un instant, j'ai choisi une méthode qu'on pourrait dire en entonnoir en partant du plus large, je présente Jean-Paul Sartre, pour resserrer à l'œuvre, l'existentialisme est un humanisme, et ensuite à l'intérieur de l'œuvre, c'est l'extrémité de l'entonnoir, la petite extrémité de l'entonnoir, parler de l'extrait qui m'a été donné à présenter. C'est pour ça que j'avais numéroté, vous l'avez aperçu tout à l'heure, dans mon brouillon, 1, la base la plus large de l'entonnoir, on parle de Sartre, 2, l'œuvre en elle-même, mais encore toute l'œuvre en général, et puis 3, l'extrait avec ce qui est au cœur du propos, et puis le plan pour terminer cette introduction. Voilà donc pour cette organisation. Le reste, le développement, ça suit le développement linéaire du texte. C'est comme pour l'explication texte à l'écrit. Ce préambule étant posé, on peut en venir à cette espèce de simulation d'oral de rattrapage. Je suis le candidat, je viens de m'asseoir à ma place avec mes feuilles, en face de moi l'examinateur, ce sera vous pour cette fois-ci. Je vais afficher simplement, comme j'avais pu le faire sur d'autres séances, je vais partager mon écran pour que vous puissiez avoir le texte sous les yeux, et moi aussi d'ailleurs. Voilà, ça a l'air de bien marcher. Et on peut se lancer. Le texte qu'il nous faut expliquer maintenant est écrit par Jean-Paul Sartre, l'un des plus importants philosophes français du XXe siècle. XXe siècle en effet, puisque Sartre est né en 1905 et mort en 1980. Il a, au cours de sa vie, développé une philosophie, un projet philosophique que l'on appelle l'existentialisme, même si lui explique qu'il préférerait que l'on emploie l'expression de philosophie de l'existence. Cette expression ne s'est pas popularisée autant que l'expression existentialisme, et donc on a conservé cette étiquette. Ce qui est assez remarquable dans le projet existentialiste, c'est que, à la manière dont procédera d'ailleurs aussi à la même époque Albert Camus pour sa propre œuvre, Sartre décide d'explorer une même pensée selon plusieurs formats. En effet, nous avons accès à l'existentialisme de Sartre à travers, tout d'abord, un traité, L'être et le néant,
mais aussi à travers un roman, La Nausée, ou encore à travers une pièce de théâtre, Huis clos, et pour finir, à travers une conférence, L'existentialisme est un humanisme. Le même contenu, la même philosophie se développe de l'une à l'autre de ces œuvres. Alors cette conférence, justement, L'existentialisme est un humanisme. Jean-Paul Sartre la donne en octobre 1945. Elle sera publiée l'année suivante, même si ça semble ne pas avoir été initialement prévu, une telle publication. Et c'est une date qui est loin d'être anodine, 1945, 1946. Il faut donc, pour compléter cette introduction, dire un mot du contexte. La France sort tout juste de la Seconde Guerre mondiale, elle entame à peine sa reconstruction, et un certain nombre d'intellectuels, dont Jean-Paul Sartre fait partie, considèrent que cette reconstruction ne doit pas être uniquement matérielle. Il serait bon que la vie intellectuelle, la vie culturelle et notamment la vie philosophique puisse faire l'objet d'une reprise, que l'on ne tarde pas à avoir de nouveau une animation de la vie culturelle, des théâtres, des conférences, de tout ce qui fait la vie culturelle d'un pays quand il n'est pas ou quand il n'est plus en temps de guerre. C'est la raison d'être circonstancielle de cette conférence. Mais en plus, il faut dire que depuis la parution, durant la Seconde Guerre mondiale, de L'être et le néant, et encore plus avec la sortie de La Nausée, il va y avoir en France une véritable mode existentialiste. Que ce soit pour décrier l'existentialisme ou pour le trouver génial, tout le monde, ou presque, semble avoir un avis là-dessus. C'est ce dont on parle à ce moment-là. Et comme cela arrive souvent, quand l'opinion publique s'empare de thèmes techniques de la philosophie, comme d'autres disciplines qui se veulent un peu pointues, un peu techniques, eh bien, cela génère un certain nombre de malentendus. Le mot existentialisme devient un immense fourre-tout dans lequel on peut rencontrer tout et son contraire. C'est pourquoi Sartre estime qu'il serait judicieux de procéder à une mise au point sur ce qu'est véritablement l'existentialisme. D'ailleurs, le titre de la conférence est explicitement une réponse à la question qu'est-ce que l'existentialisme? L'existentialisme est un humanisme. On peut se demander dans ces conditions pourquoi souligner cette caractéristique-là, le caractère humaniste de la philosophie de Sartre, plutôt que d'autres caractères qui pourraient convenir à cette philosophie. Eh bien, il faut voir que Sartre a en fait voulu répondre non seulement aux malentendus engendrés par l'existentialisme, mais plus encore aux reproches qu'on lui adresse alors, puisque sa philosophie a la réputation d'être une philosophie vulgaire, une philosophie pessimiste, une philosophie qui méprise ou même écrase l'humanité. Non, répond Sartre, c'est loin d'être le cas. Au contraire, c'est une philosophie qui fait honneur à l'humanité et qui fait de l'humanité sa valeur. C'est, à proprement parler, un humanisme. L'extrait que nous avons à expliquer au sein de cette œuvre correspond au deuxième temps de la conférence. Il suit une rapide introduction dans laquelle justement cette vogue existentialiste que j'évoquais à l'instant est mentionnée. Et donc là, nous avons affaire au premier grand point du développement de la conférence. Et ce premier grand point est un travail de définition. Comment en effet définir l'existentialisme et, l'ayant défini, éviter les malentendus dont il fait l'objet? La réponse de Sartre, si on essaye de la condenser en quelques mots, c'est que l'existentialisme, c'est une philosophie qui se définit par sa vision de l'humanité. L'existentialisme, c'est une certaine conception de l'homme. Ainsi, on est conduit d'une toute première question qu'on a rencontrée ici, qu'est-ce que l'existentialisme, à une seconde qui doit permettre de répondre à la première, qu'est-ce que l'homme? La réponse à la question qu'est-ce que l'existentialisme, nous la trouverons dans la réponse à la question qu'est-ce que l'homme? Et pour Sartre, l'homme est, par différence, par contraste avec les objets, avec les animaux,
L'homme est l'être dont l'existence précède l'essence. Ce slogan sartrien, cette devise de l'existentialisme, elle est dans notre extrait même éclairée, c'est là qu'elle est énoncée, et c'est avec ce qui se trouve dans notre texte qu'on peut comprendre ou commencer à comprendre ce qui fait le sens de cette formule célèbre, mais tout de même, il faut bien l'avouer, assez obscure. Pour exposer cette définition de l'existentialisme qui est à la fois une certaine vision de l'humanité, Sartre procède dans ce texte en 3 temps. Dans un premier temps, qui correspond au premier paragraphe qu'on a ici sur le papier, il fait un détour par le cas d'un objet, le coupe-papier, pour exposer une situation qui est contraire à celle décrite par l'existentialisme, celle d'après laquelle l'essence précède l'existence. Dans un deuxième temps, fort de ce qu'il vient de dire, appliqué à des objets, il en arrive à la situation de l'être humain, mais il continue à explorer la doctrine adverse, celle qu'on pourrait appeler l'essentialisme, et ce n'est que dans un troisième temps, qui va donc vraiment représenter le cœur du texte, le dernier paragraphe dans notre présentation, c'est dans ce troisième temps qu'il évoque son existentialisme, sa conception d'homme, qu'il présente donc comme un existentialisme athée. On peut donc le voir, l'enjeu du texte, c'est bien de construire une définition de l'existentialisme, mais de la construire par contraste. D'une certaine manière, de définir l'existentialisme du dehors, en définissant l'homme par contraste à l'animal, par contraste à l'objet, l'existentialisme par opposition à l'essentialisme. Pour nous dire ce qu'est sa philosophie, c'est comme si Sartre commençait par nous dire ce qu'elle n'est pas. Je vais à présent procéder à la lecture de notre texte. Lorsqu'on considère un objet fabriqué, comme par exemple un livre ou un coupe-papier, cet objet a été fabriqué par un artisan qui s'est inspiré d'un concept. Il s'est référé au concept de coupe-papier et également à une technique de production préalable qui fait partie du concept et qui est au fond une recette. Ainsi, le coupe-papier est à la fois un objet qui se produit d'une certaine manière et qui, d'autre part, a une utilité définie. Et on ne peut pas supposer un homme qui produirait un coupe-papier sans savoir à quoi l'objet va servir. Nous dirons donc que pour le coupe-papier, l'essence, c'est-à-dire l'ensemble des recettes et des qualités qui permettent de le produire et de le définir, précède l'existence. Et ainsi, la présence en face de moi de tel coupe-papier ou de tel livre est déterminée. Nous avons donc là une vision technique du monde dans laquelle on peut dire que la production précède l'existence. Lorsque nous concevons un Dieu créateur, ce Dieu est assimilé la plupart du temps à un artisan supérieur. Et quelle que soit la doctrine que nous considérions, qu'il s'agisse d'une doctrine comme celle de Descartes ou de la doctrine de Leibniz, nous admettons toujours que la volonté suit plus ou moins l'entendement, ou tout au moins l'accompagne, et que Dieu, lorsqu'il crée, sait précisément ce qu'il crée. Ainsi, le concept d'homme dans l'esprit de Dieu est assimilable au concept de coupe-papier dans l'esprit de l'industriel. Et Dieu produit l'homme suivant des techniques et une conception, exactement comme l'artisan fabrique un coupe-papier suivant une définition et une technique. Ainsi, l'homme individuel réalise un certain concept qui est dans l'entendement divin. Au XVIIIe siècle, dans l'athéisme des philosophes, la notion de Dieu est supprimée, mais non pas pour autant l'idée que l'essence précède l'existence. Cette idée, nous la retrouvons un peu partout. Nous la retrouvons chez Diderot, chez Voltaire, et même chez Kant. L'homme est possesseur d'une nature humaine. Cette nature humaine, qui est le concept humain, se retrouve chez tous les hommes. Ce qui signifie que chaque homme est un exemple particulier d'un concept universel. Chez Kant, il résulte de cette universalité que l'homme des bois, l'homme de la nature, comme le bourgeois, sont astreints à la même définition et possèdent les mêmes qualités de base. Ainsi, là encore, l'essence d'homme précède cette existence historique que nous rencontrons dans la nature. L'existentialisme athée, que je représente, est plus cohérent. Il déclare que si Dieu n'existe pas, il y a au moins un être chez qui l'existence précède l'essence.
un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept, et que cet être, c'est l'homme, ou, comme dit Heidegger, la réalité humaine. Qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence? Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde, et qu'il se définit après. L'homme, tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite, et il sera tel qu'il se sera fait. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de lieu pour la concevoir. L'homme est non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut. Et comme il se conçoit après l'existence, comme il se veut après cet élan vers l'existence, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Tel est le premier principe de l'existentialisme. On a donc dans la première partie de l'extrait, pour entamer ce travail de définition de l'existentialisme et en même temps ce travail de définition de l'homme d'après la théorie existentialiste, on a donc affaire à un détour par le cas de l'objet. Parce que ce qui va être posé à propos de l'objet, à propos d'un coupe-papier en l'occurrence, doit permettre de rendre plus accessible à l'auditoire ce qui sera dit ensuite à propos de l'humanité. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire ici à une conférence grand public et qu'il est donc judicieux pour Sartre d'emprunter des exemples du quotidien ou du quasi-quotidien. Alors il est vrai qu'à notre époque, le coupe-papier a quasiment disparu, qu'on en rencontre beaucoup moins qu'avant. Ça ne nous est pas aussi familier qu'à l'époque de Sartre. Alors pour ceux qui auraient un doute, un coupe-papier, c'est ça. C'est cet instrument de papeterie qui doit permettre d'ouvrir les enveloppes ou, avant l'invention du livre de poche, de détacher les unes des autres les pages des livres qui étaient imprimés encore ainsi jusqu'au milieu, aux 2 tiers du XXe siècle. Et donc, le coupe-papier, c'est un objet technique qui présente, pour Sartre, un avantage, c'est qu'on peut distinguer dans sa création 2 phases. Et ces 2 phases, elles vont nous permettre de faire ensuite le parallèle plus facilement avec la situation de l'homme. On a d'un côté la conception. Alors, conception employée au sens strict parce que nous avons tendance à mal utiliser ce terme-là, à en faire un usage un peu trop vaste. La conception, ça désigne d'abord et avant tout le fait de concevoir, c'est-à-dire de se former un concept. C'est ce qui se passe lorsqu'on en est au stade de l'idée. Puis la deuxième phase, c'est la production, quand on passe de l'idée à la réalité, qu'il ne s'agit plus simplement d'un concept, mais qu'on va avoir affaire à l'objet en tant que tel. On peut se demander si ici, Sartre, d'autant qu'il est en train d'essayer de séduire une partie de son auditoire qui adhère au communisme et aux thèses de Marx, on peut se demander si ici, Sartre ne souhaite pas faire une allusion à l'idée de Marx, d'après laquelle ce qui caractérise le travail humain, c'est que tout ce qui est fait est d'abord pensé, et que, quelle que soit l'habileté des animaux, d'une abeille dans la réalisation des hexagones de cire qui composent la ruche, ou d'un castor dans la réalisation d'un barrage, la vraie différence, c'est que l'homme, avant de faire quelque chose, le pense. Toutes nos productions existent d'abord en idée. On trouve donc ici les 2 phases, conception, production. L'intérêt de ce découpage en 2 phases, c'est qu'il va rejoindre le vocabulaire de l'existentialisme, puisque d'un côté, on va avoir l'essence, et de l'autre, l'existence. L'essence, c'est-à-dire le concept, la conception, l'idée, et puis l'existence quand la chose est produite, quand elle devient un objet, quand elle devient réelle. Essence, existence, on a notre vocabulaire qui se met en place et qui prépare la double formule. L'essence précède l'existence pour les 2 premières parties de notre extrait. L'existence précède l'essence pour la 3e et dernière partie. Il semble que ce détour par le coupe-papier permette à Sartre d'atteindre 2 objectifs. Le
Premièrement, ça va lui permettre de nous indiquer quel est quel est le sens de ce concept d'essence qui, pour le grand public qui assiste à la conférence, est peut-être pas si évident parce que là, on touche à du vocabulaire qui est vraiment philosophique, qui fait partie des aspects techniques de la philosophie. Et donc, en s'appuyant sur ce cas d'une production d'un coupe-papier, Sartre essaye de faire comprendre ce que peut être le concept, ce que peut être l'essence. L'essence, eh bien, c'est tout ce qui est contenu dans le concept. C'est ce qu'on va retrouver, par exemple, pour l'industriel qui fait le coupe-papier, dans le cahier des charges qui doit lui permettre de définir toutes les caractéristiques de cet objet avant même de commencer à le créer. Ce qui est intéressant ici, c'est que même si le coupe-papier est l'objet par excellence employé pour cet exemple, eh bien, on dérive quand même vers un autre domaine. On va voir arriver dans le texte une autre métaphore, qui est une métaphore culinaire et non plus industrielle, à travers l'usage qui est fait à plusieurs reprises du terme de recette. Le concept, c'est un peu comme la recette. Et donc, l'essence de la formule sartréienne, c'est un peu comme une recette. De la même manière qu'avant de préparer un plat, on a déjà une idée de ce que va être ce plat parce que la recette nous guide. De la même manière, avant de fabriquer le coupe-papier, l'artisan sait ce qu'il veut faire, à quoi ça va ressembler exactement, quelles en seront les différentes composantes et comment il va le faire. Donc ça, c'est la première fonction, le premier objectif que Sartre cherche à atteindre à travers cet exemple du coupe-papier, c'est de rendre un petit peu plus accessible ce concept d'essence. Et puis le deuxième objectif, qui ne peut prendre place qu'une fois qu'on sait un peu plus sur ce que c'est que l'essence d'une chose, le deuxième objectif, c'est de fixer la relation qui doit exister entre essence et existence. Finalement, on a parlé de ces deux phases, hein, l'essence, la conception, la recette, l'existence, autrement dit la production, la réalisation, la concrétisation, pourrait-on dire. Mais quel est le rapport entre les deux? Dans ce premier paragraphe, dans cette première partie, on voit que deux informations nous sont données à ce sujet. Premièrement, l'essence, c'est ce qui va précéder, c'est ce que l'on rencontre en premier. Effectivement, alors même que le coupe-papier n'existe pas, l'industriel est capable de me renseigner sur le projet qu'il a conçu de faire ce coupe-papier. Il peut m'en parler très précisément, il peut anticiper sur ce que sera ce coupe-papier, il peut me dire que le manche sera fait en bois ou en plastique ou en pierre, que la lame sera en métal ou en os, ou je ne sais quoi. Il peut me parler des coloris qu'il a choisis, des dimensions qu'il a retenues pour cet objet. Donc, c'est vraiment ce qui vient en premier. L'objet lui-même n'arrivera qu'après. C'est ce qu'on retrouve au cœur de la formule. L'essence précède l'existence. Et c'est ce qu'on retrouvera dans la formule de Sartre, vraiment celle à laquelle il adhère. L'existence précède l'essence. Donc, première information, la relation entre ces deux concepts, c'est une relation de priorité ou de préséance, comme l'indique le verbe précéder. Mais ça n'est pas tout. La relation entre essence et existence, c'est aussi une relation de détermination, de définition. L'essence définit, détermine l'essence. Le mot apparaît dans notre texte à plusieurs reprises. Par exemple, quand il dit l'essence, c'est-à-dire, on voit que là il s'agit de préciser le sens de ce terme, c'est-à-dire l'ensemble des recettes et des qualités qui permettent de le produire et de le définir. Et dans la phrase juste après, il précise, et ainsi, la présence en face de moi de tel coupe-papier ou de tel livre est déterminée. Il y a donc une relation de dépendance, de détermination entre les deux. L'idée que je me forge du coupe-papier va déterminer, va conditionner le coupe-papier tel qu'il sera dans la réalité. Ils sont liés l'un à l'autre, on peut même dire que le coupe-papier est enchaîné à cette idée. Il ne sera pas autrement, il ne peut pas être autrement, il n'a pas la liberté d'être autrement que tel que l'a conçu, tel que l'a projeté
cet artisan ou cet industriel qui veut fabriquer un coupe-papier. Voilà donc la base de notre réflexion qui se trouve jetée par ce détour du côté du coupe-papier. Maintenant, on sait ce qu'est son essence et on sait quelle relation il y a dans le cas du coupe-papier entre son essence et son existence. C'est ce qui va justifier la formule qu'on trouve dans le texte, sur laquelle on est passé tout à l'heure. L'essence précède l'existence. On en arrive ainsi au deuxième temps de notre texte. Et dans cette deuxième partie, on va voir se mettre en place la fin de l'analogie. En effet, si Sartre nous a parlé du coupe-papier dans la partie précédente, ce n'est pas pour le plaisir de nous parler d'un coupe-papier, c'est parce qu'il voulait pouvoir faire l'analogie entre la situation du coupe-papier d'une part et la situation de l'être humain d'autre part. Là maintenant, nous allons avoir l'analogie complète. On a d'un côté la production, le produit, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'objet. Eh bien, on va avoir maintenant la création, autrement dit le rapport avec la créature qu'est l'homme. Et on va voir comment différents parallèles se mettent en place entre ces deux sphères. Le premier parallèle qui existe, c'est que de la même façon qu'on pouvait identifier un artisan pour le coupe-papier, quelqu'un qui produit cet objet, eh bien, on peut imaginer, notamment quand on est croyant, qu'il existe une sorte d'artisan supérieur, on appelle parfois grand architecte, grand horloger, voilà, la métaphore artisanale se profiler dans ces appellations, un dieu donc, ni plus ni moins, qui serait le créateur de l'homme, tout comme l'artisan produit un coupe-papier, un livre, comme le cuisinier produit de la nourriture à partir de sa recette, pour évoquer l'autre métaphore. On a donc un premier parallèle qui se fait ici, et on voit que dans le texte, on a une référence à l'idée de réalisation du coupe-papier d'un côté et de l'homme de l'autre côté, puisque ce terme de réalisation est employé au début de notre deuxième paragraphe. Réalisation ici est à prendre au sens fort, c'est ce qui rend réel. Au départ, ce n'était que du virtuel, c'était une idée, c'était un concept. Mais il va falloir ensuite passer de la phase du virtuel à la réalité. C'est pour ça que Sartre écrit « L'homme individuel réalise un certain concept, concrétise, autrement dit, un certain concept qui est dans l'entendement divin. » Donc cette idée, elle devient concrète, elle devient réelle lorsqu'il crée l'homme. On peut se demander toutefois si, par cette invocation à Dieu, Sartre n'est pas en train de se référer à une manière de penser qui serait particulièrement désuète. Est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution des mentalités telle que aujourd'hui bien peu de personnes en arriveraient à dire que effectivement Dieu est le grand artisan, le grand horloger qui nous a tous créés? Cette évolution des mentalités, Sartre en tient compte, puisqu'il se lance, et ça occupe une grande part de notre deuxième partie, dans une assez vaste perspective historique dans laquelle on peut retrouver trois temps. Le premier temps, qui apparaît dès la référence à Descartes puis Leibniz, à la troisième ligne de notre paragraphe. Le premier temps, c'est la période classique, c'est le XVIIe siècle, et c'est une phase au cours de laquelle la religion a encore une place très importante. La plupart des personnes sont en accord avec l'idée que l'homme a un créateur, ce créateur est Dieu, et dans l'acte même de créer l'homme, Dieu a doté cet homme d'une essence. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas qui nous voulons être, nous sommes une créature de Dieu et nous devons faire ce que Dieu a prévu pour nous, ce pourquoi Dieu nous a créés. Voilà la manière de penser qui domine durant cette première phase, cette période classique, ce XVIIe siècle. Une évolution peut se constater lorsqu'on approche du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle, qui
est présent dans le texte au milieu de ce deuxième paragraphe. Ce siècle des Lumières, il apparaît ici comme une période intermédiaire, comme une charnière. On commence à changer, mais le changement n'est pas complet. Ce que Sartre fait valoir notamment, c'est que on est un peu inconséquent à ce moment-là. En effet, on enlève le point de départ des mentalités précédentes, on croit de moins en moins en Dieu, et pourtant, on conserve les conséquences qui allaient avec la croyance en l'existence de Dieu. On ne les retire pas comme on devrait le faire. Hein. Si Dieu n'existe pas, alors tout ce qui dépendait de l'existence de ce Dieu doit être remis en cause. Euh, on, là, on n'enlève pas Dieu totalement de l'équation. L'essentialisme demeure. Et c'est ce que Sartre, un peu après d'ailleurs, va pointer du doigt comme un défaut de la pensée de cette époque-là, comme un manque de cohérence. Dieu, d'une certaine manière, est à ce moment-là remplacé par la nature. Alors la nature, ça peut désigner aussi bien la nature environnante, hein, l'ensemble des végétaux, des minéraux, des animaux qui nous entourent. Et puis la nature, c'est aussi l'être le plus intime d'une chose. Comme quand on dit je ne peux pas changer, ça c'est dans ma nature. Quand on emploie l'expression chasser le naturel et il revient au galop. Eh bien, la nature, qui a un peu remplacé Dieu dans la pensée du XVIIIe siècle, se retrouve aussi à travers l'idée de nature humaine. Il ne s'agit plus de l'essence d'un homme créé par Dieu, mais d'une nature de l'homme. Et finalement, le changement n'est pas si important que ça, comme le fait remarquer Sartre lui-même. Finalement, il faut attendre la troisième étape du texte pour que toutes les conséquences de cet abandon de la croyance en un Dieu soient tirées, et ainsi nous en arrivons à la troisième et dernière étape de notre explication. C'est le cœur du texte, c'est la situation contemporaine de Sartre, ce qui s'amorce déjà au XIXe siècle, mais qui s'accélère au XXe siècle avec l'émergence d'un existentialisme athée. Alors c'est le cœur du texte parce que d'abord on peut remarquer que c'est là que la formule de Sartre, l'existence précède l'essence, apparaît. Elle est dans la deuxième ligne. Il déclare que si Dieu n'existe pas, il y a au moins un être chez qui l'existence précède l'essence. Ça doit nous alerter sur la valeur de ce paragraphe. Deuxièmement, c'est là que se trouve la conception de l'être humain à laquelle Sartre adhère. Jusqu'à présent, il a évoqué des conceptions qui n'étaient pas les siennes. Là, on le voit très clairement, son anthropologie, sa conception de l'homme, se profile dans ce paragraphe. C'est le cas, par exemple, avec des formules telles que l'homme tel que le conçoit l'existentialiste, qu'on voit en plein milieu de notre paragraphe. Et puis, ce qui nous aide à apercevoir aussi la valeur de ce paragraphe, le fait qu'il est le cœur du réacteur que représente ce texte, c'est la formule conclusive, l'espèce de sentence qui tombe, qui est quand même assez lourde, qui se remarque bien à la fin de cet extrait. Tel est le premier principe de l'existentialisme. On voit bien tout le caractère solennel, appuyé de cette formule qui nous incite à penser que là, on vient de lire des lignes qui ont beaucoup de poids dans la pensée de Sartre. Alors que ce paragraphe soit important, difficile d'en douter désormais, mais qu'est-ce qui s'y dit? Qu'est-ce qui en constitue le point majeur? Eh bien, c'est certainement le retrait de Dieu, puisqu'on parle d'un existentialisme athée, et surtout, c'est non seulement le fait d'avoir enlevé Dieu de l'équation, mais c'est aussi le fait d'avoir totalement revu l'équation pour débarrasser cette conception de l'homme de tout ce qui allait avec l'idée d'un Dieu, ou, dans une version affaiblie du siècle des Lumières, avec l'idée d'une nature qui était presque personnifiée, divinisée. On a là affaire à donc une philosophie qui se veut conséquente. Soit nous ne croyons plus, nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus croire en l'existence de Dieu, mais alors qu'est-ce que ça change?
Alors Sartre rappelle indirectement à travers cette référence à l'existentialisme athée qu'il y a en fait deux courants de l'existentialisme. Il l'avait évoqué au tout début de la conférence, il existe un existentialisme chrétien euh, qui n'est pas l'option de Sartre. Sartre, lui, montre bien qu'il appartient au courant de l'existentialisme athée. D'ailleurs, la formule qu'il emploie à ce moment-là est un peu ambiguë puisqu'il dit l'existentialisme athée que je représente. Ça peut paraître un peu vaniteux de se poser comme le représentant d'une philosophie. Il faut bien voir quand même que par la suite, Sartre va davantage s'inscrire dans une lignée et indiquer qu'il est l'héritier d'une tradition, qu'il n'est pas le porte-parole, porte-drapeau, encore moins l'inventeur de cette tradition. Le fait qu'à la ligne 4 de ce paragraphe, il se réfère à Heidegger et qu'il emprunte le vocabulaire de Heidegger quand il parle de réalité humaine, quand il parle d'un élan vers l'existence ou de surgir dans le monde. Tout ça, c'est du vocabulaire d'Heidegger. C'est donc aussi une manière de dire qu'il se place dans cette tradition récente, certes, mais forte. Donc, je pense que cette formule, l'existentialisme athée que je représente, doit plutôt se comprendre dans le sens de l'existentialisme athée dont je suis un représentant, courant auquel j'appartiens. Il ne prétend pas être à lui seul l'incarnation de l'existentialisme athée. Alors Dieu ne fait donc plus partie de l'équation dans cet existentialisme athée, et au fond, on peut y voir une manière assez intéressante de poser la question de la liberté. Parce qu'il y a deux approches possibles, à vrai dire, de cette question de la liberté. Soit on se demande ce qu'il nous faudrait de plus pour accéder à cette liberté, ce qui éventuellement va nous manquer et que nous devrions avoir pour qu'ainsi nous allions chercher cette liberté qui jusque-là nous était refusée. Mais on peut aussi, à l'inverse, aborder la question en se disant que peut-être, au fond, la liberté, elle est déjà là, qu'on n'a rien besoin de plus pour l'obtenir. Il faut simplement veiller à ce que ne survienne rien qui nous déposséderait, nous empêcherait d'accéder à cette liberté. C'est ce que fait Sartre ici, en fait, en disant si Dieu existe, alors il nous a créés, il a défini un projet, une nature pour chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas être libres. Nous sommes condamnés à n'être que les créatures de Dieu et à faire ce que sa volonté a prévu pour nous. Mais si nous ne croyons pas en Dieu, si nous affirmons que Dieu n'existe pas, alors qu'est-ce qui nous empêche d'être libres? Si vous voulez affirmer que nous ne sommes pas libres, dites-moi ce qui nous en empêche. Montrez-moi quel pourrait être l'obstacle. Il y a quelque chose comme un défi dans la manière dont Sartre présente ici les choses, en disant jusqu'à nouvel ordre, tant qu'on ne m'aura pas prouvé que quelque chose empêche l'homme d'accéder à sa liberté, eh bien je partirai du principe qu'il possède cette liberté. Il n'y a pas d'essence qui soit préétablie pour chacun d'entre nous et qui me prive d'accéder à cette liberté. Ça veut dire que pour Sartre, au départ, puisque je n'ai pas d'essence, je ne suis rien. Alors on retrouve ici le vocabulaire sartrien, le vocabulaire de l'être et du néant qui fournira son titre à l'œuvre, au traité dont cette conférence est une petite introduction, somme toute, l'être, le néant, ce que je suis, verbe être, au départ, c'est rien, rien du tout, néant. Je ne me définis pas avant même d'exister. Au contraire, c'est dans le cours de mon existence, à travers la suite des choix que je vais faire, des actions que je vais accomplir, c'est dans le cours de mon existence que je me définis. On pourrait, pour illustrer ça, prendre un exemple. L'essentialisme, c'est la théorie qui nous dirait que si quelqu'un fait un don à une personne dans le besoin, c'est parce que cette personne est par essence généreuse. Telle est sa nature et qu'au fond, elle est tellement généreuse qu'elle ne pouvait pas faire autrement, elle ne pouvait pas s'empêcher
de faire ce don. À l'inverse, l'existentialiste, c'est celui qui veut dire que non, c'est pas parce qu'elle est généreuse qu'elle a fait ce don. C'est parce qu'elle a fait le choix de donner de l'argent à quelqu'un qui en avait besoin qu'on peut finalement, mais après coup, a posteriori, dire de cette personne qu'elle est généreuse. C'est son don qui fait sa générosité et pas sa générosité qui fait son don. C'est en cela qu'on peut dire que l'existence, le moment où je fais le choix d'aller donner de l'argent à quelqu'un qui fait la manche, c'est l'existence qui précède l'essence. Et si je réitère ce choix, si à plusieurs reprises je fais effort pour entrer dans cette démarche et faire un don à quelqu'un, alors on pourra finir par dire que je suis généreux. Mais ce sera un résultat et non pas un point de départ, alors que chez les essentialistes, c'est un point de départ. On voit donc comment chaque individu qui au départ n'était rien se construit. D'abord, il se conçoit, il élabore l'idée, le projet de ce qu'il voudrait être. Ensuite intervient la volonté. Il y a tout un jeu dans le texte sur ce rapport entre la conception et la volonté, l'idée et la démarche qui s'initie pour concrétiser cette idée. Donc d'abord, il y a la phase de la conception, puis il y a la volonté qui va emporter vers sa réalisation ce projet, pour avoir une idée, mais ne pas du tout avoir la volonté de la réaliser. On va ainsi passer de penser à vouloir, puis de vouloir à faire. Quand cette volonté est suffisamment forte, eh bien, elle m'emporte jusqu'à l'action. Donc on passe du vouloir au faire. Et puis finalement, si cette action elle se répète, s'il y a une base stable qui se dégage, ce que je fais va finir par devenir ce que je suis. Mon être va découler de ce faire et de cette réitération du faire. Ainsi, l'existence précédera l'essence et l'essence suivra l'existence. En guise de conclusion, il nous faut dire un mot de ce qui va suivre cet extrait. Que se passe-t-il après? Eh bien, grâce aux bases de sa philosophie existentialiste et notamment cette affirmation de l'existence qui précède l'essence, le fait que nous ne sommes pas prédéfinis par Dieu, Sartre va en conclure que nous sommes des êtres libres. Mais il va aussitôt ajouter que cette liberté dont nous disposons maintenant que nous sommes débarrassés de ce fardeau que pouvait être la volonté divine à notre égard, cette liberté, elle s'accompagne aussi de responsabilité. Je ne peux plus me cacher derrière un « c'est pas de ma faute, je suis comme ça, je ne l'ai pas voulu, je dois faire avec ». Non, j'ai choisi qui je voulais être, je dois donc assumer. L'idée de liberté nous conduit à celle de responsabilité. Et comme il y a un poids de la liberté, comme il y a un désagrément de la responsabilité, eh bien, ça nous conduit ensuite à une forme d'angoisse. On pourrait dire aussi avec Sartre à une forme de vertige qui fait que cette liberté n'est pas toujours des plus agréables à posséder. Au fond, il y a peut-être un bref instant d'ivresse de la libération quand on lit l'œuvre de Sartre, mais à cette fugitive ivresse de la libération succède finalement ce qu'on pourrait appeler, en reprenant l'expression populaire, l'embarras du choix. Maintenant, c'est à moi de choisir et de veiller à faire le bon choix. Donc on voit que ce texte est extrêmement riche pour tout ce qu'il met en place et pour tout ce qui va pouvoir s'en suivre, ce qui est assez normal, on est au début de l'œuvre, c'est là que tout se joue. Il reste encore néanmoins en suspens un certain nombre de choses qu'il va falloir régler. J'en mentionnerai pour finir 3. La première chose, c'est de se demander au fond ce qu'il reste de l'idée d'essence dans la pensée de Sartre. En effet, il nie que nous ayons une essence qui nous serait donnée par avance par un Dieu. Mais il ne nie pas que nous ayons une autre sorte d'essence. D'ailleurs, sa formule, c'est bien l'existence précède l'essence, non pas la remplace. Si elle précède, c'est qu'il va bien y en avoir une. Elle ne sera pas la même, évidemment, que dans l'essentialisme. Mais malgré tout, il faut se demander de quel genre d'essence l'homme peut être capable. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, on peut s'interroger sur l'athéisme de Sartre et se demander s'il n'y a pas un point de divergence.
Parce que si des gens ne sont pas athées mais chrétiens, si l'idée selon laquelle Dieu n'existe pas, ça ne leur convient pas du tout, alors on peut se demander s'ils peuvent retirer le moindre bénéfice de ce texte-là. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire à Sartre de justifier cet athéisme, de montrer qu'il est raisonnable de ne pas croire en l'existence d'un Dieu? Enfin, troisième et dernier point, eh bien, le texte de Sartre est une sorte de monologue qui parle de la situation d'un homme seul, qui cherche à savoir qui il est, qui cherche à savoir ce qu'il est. Les autres n'y ont pas leur place, que ce soit pour aider à devenir ce que l'on souhaite être ou pour représenter des obstacles. Ces autres n'apparaissent pas dans ce texte. Est-ce qu'on ne devrait pas reconnaître que, somme toute, ce que je suis, je le dois aussi en partie aux autres? Ça, c'est quelque chose qui va commencer à apparaître à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale dans la philosophie de Sartre, mais pour l'instant, ça n'est pas encore une thématique qui est tout à fait éclaircie. Voilà pour cet oral. J'ai essayé de le faire vraiment au plus près des conditions qui sont celles d'un oral le jour J. J'ajoute une dernière recommandation et on se quittera là-dessus. On ne peut pas tout dire en 20 minutes d'un texte quand on est prêt, quand on maîtrise bien, on ne peut pas tout en dire. Et ça n'est pas non plus de toute façon une bonne chose que de tout dire. Je vous incite, si vous en avez la possibilité, si vous connaissez assez bien votre texte, je vous invite à garder en réserve quelques munitions, quelques petites choses que vous pourriez dire, quelques thèmes que vous pourriez développer sur ce texte. Là, par exemple, j'ai évoqué, mais sans les préciser vraiment, certains points tels que le rapport entre volonté et entendement à partir de la philosophie de Descartes, à laquelle Sartre fait allusion ici. Ou encore, j'ai évoqué le vocabulaire de Heidegger. J'ai évoqué la différence entre concevoir et vouloir. Mais je n'ai fait que les évoquer, en me disant que vraisemblablement, la personne qui doit juger mon oral aura vu que je lui tendais une perche et se sera dit, tiens, je vais lui demander, puisqu'il a dit que je ne pouvais pas tout expliquer maintenant, s'il est capable de m'en parler davantage. Parce qu'au fond, on n'est pas obligé d'attendre que l'examinateur vous pose des questions sur des choses qu'on ne maîtrise absolument pas. L'idéal, c'est quand même de faire en sorte de guider un petit peu l'examinateur vers des questions qu'on maîtrise, des points dont on n'a pas voulu parler dans son oral parce qu'on avait assez de choses à dire, mais dont on sait qu'on est tout à fait capable de répondre. Donc, n'hésitez pas, surtout si vous avez bien compris le texte et que vous pensez que ce que vous dites est complet, faites quelques petites allusions qui seront rattrapées au vol par votre correcteur qui dira je vais lui poser une question là-dessus. Ça n'en rendra votre entretien que meilleur. On se quitte là-dessus. Je vous retrouve en fin de semaine pour une dernière séance de préparation à cet oral du rattrapage.